Bonjour. Avant comme après la Révolution française, les Juifs de France ont subi ou accompagné l'évolution politique du pays. Quelle place ont-ils pris dans la société française, notamment grâce à la création du consistoire par Napoléon? Pour en parler, nous recevons Béatrice Philippe. Madame Béatrice Philippe, bonjour. Bonjour, monsieur le rabbin. Vous êtes professeur émérite des universités. Vous avez été également titulaire de la chaire de civilisation juive et directrice de recherche d'études hébraïques et juives à l'INALCO. Vous avez écrit plusieurs livres, dont celui-ci, Les Juifs et l'identité française, paru chez Odile Jacob. Quelles sont selon vous les grandes étapes de l'intégration des Juifs de France? Les Juifs, au fond, étaient là les premiers. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils avaient été exilés, comme chacun sait. Donc, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient surtout fixés au bord de la mer, à l'endroit où arrivaient des bateaux et ils faisaient le commerce. Et ils ont vécu en relative bonne intelligence avec leurs voisins, qui, je le rappelle, jusqu'au IVe siècle, étaient en majorité païens. Et les choses changent petit à petit lorsque l'Église prend le pouvoir et s'oppose aux petits seigneurs pillards. Alors les Juifs sont mis à part, et ça va être très grave, non pas parce qu'ils ont subi, mais parce qu'ils sont en dehors du cercle des fidèles. C'est à cette époque-là, et toute notre histoire en est martelée, qu'on décide qu'il y a 3 États. Il y a la noblesse, le clergé et le tiers-État. Et les Juifs ne sont plus inclus dans ce cercle. Ils ne sont rien. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut les massacrer. Vous me direz, on ne s'est pas gêné pour les massacrer. Donc, ils sont à part, on ne les tue pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les tue pas? Parce qu'ils sont les témoins de l'histoire de Jésus. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de témoins. Remarquez, je suis un petit peu... Moi, je ne comprends pas, parce qu'ils n'ont pas été témoins, ils n'étaient pas nés. C'est-à-dire que leur déchéance témoigne de leur erreur. Témoigne de leur erreur. On les cantonne dans des métiers que les autres n'ont pas le droit de faire. C'est-à-dire qu'on les oblige à devenir prêteurs. Et quand ils avaient beaucoup d'argent, on le leur piquait littéralement. Et on les expulsait parfois. Et on les expulsait. Donc, toute cette époque est jalonnée d'expulsions et de rappels. Ce qui fait que pratiquement, entre l'an 1394 et le 18e, il n'y a pratiquement pas de Juifs en France. Donc, au XVIIIe siècle, nous avons quelques colonies juives, mais qui se montent à peu de choses. Il y a des régions entières, et ça j'insiste, où on n'a jamais vu de Juifs. Jamais. Alors, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. On trouve que les gens ont des droits, parce qu'ils sont hommes. Et c'est ça qui nous change de tous les autres régimes. Les hommes ont des droits en tant que tels. Et effectivement, les lois, les règlements en leur faveur deviennent plus importants, notamment sous le roi Louis XVI. On supprime le péage corporel, qui les assimile à des animaux. On autorise certaines professions. Bref, c'est plus souple. Et on arrive à la Révolution. S'il n'y avait pas eu de Révolution, est-ce que les Juifs auraient été émancipés? C'est quand même une question. Eh bien, ça aurait été exactement comme en Allemagne ou en Autriche ou dans d'autres pays. On leur aurait donné des droits, mais pas les droits civils et politiques. Et alors, quelques années après la Révolution, j'aimerais qu'on parle d'une institution très importante, parce qu'aujourd'hui encore, elle perdure. Il s'agit du consistoire. Le consistoire a été créé en 1808 par Napoléon. Et comment voyez-vous sa contribution à l'intégration des Juifs en France? Est-ce que Napoléon aimait les Juifs? Alors, je crois que c'est une question qui n'a aucune raison d'être. Donc, je suis très contente que vous ne l'ayez pas posée. Mais il est évident que Napoléon n'avait ni amour ni haine. Tout ce qu'il voulait, c'était encadrer les gens. Alors, il a encadré les catholiques par le Concordat, il a encadré les protestants, et maintenant, ça y est, il va encadrer les Juifs. Et comment est-ce qu'il les encadre? Eh bien, il les réunit, vous savez, en grand sang et drain, Ouais. et il leur pose 11 questions.
Il faut rappeler que le Sanhédrin, c'était le grand tribunal de Jérusalem, le tribunal suprême. Donc il a repris cette image du Sanhédrin. Il y avait 71 juifs, et comme Napoléon était un mégalomane, regardez ces images, il espérait qu'ils viendraient de tous les pays qui l'occupaient. Imaginez-vous, vous êtes convoqué par Napoléon, vous êtes malade de frousse. Vous êtes reçu à l'hôtel de ville, dans une salle encore plus belle que celle-là, et avec les honneurs. Mais alors, à ce moment-là, quelqu'un prend la parole de la part de l'empereur et dit « Vous allez répondre à 11 questions. Tâchez d'y répondre bien, car Sa Majesté veut savoir si vous voulez être français, oui ou non. » Ils voulaient tester, en fait, leur degré d'intégration, leur niveau d'intégration. Est-ce qu'un juif peut être polygame? Qu'est-ce qu'il va répondre? Non, pas en France. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est interdit. Ah bon? Depuis l'an 1000 déjà, un grand maître, Rabbeinu Gershom, qui avait interdit la bigamie. Interdit. Est-ce qu'un juif a le droit de divorcer? Oui. Mais si la loi s'y oppose, bien évidemment, il ne divorcera plus. Ensuite, est-ce qu'un juif aime la France? Évidemment. Il ne va pas dire non, mais évidemment, de tout son cœur. Est-ce qu'il est prêt à mourir pour elle? Évidemment. Bon. Ils répondent oui à tout. À tout, à tout, à tout. Sauf à une question à laquelle ils répondent... Les mariages exogamiques. Les mariages exogamiques. Ouais. Est-ce qu'un juif peut épouser une non-juive ou une juive peut épouser un non-juif? Voilà. Donc c'est la question qui est posée. Question piège. Qu'est-ce que vous y répondu? On ne peut que répondre par la négative. Par la négative? Ouais. Eh ben non. Non. Ils ont été, moi je trouve très, très roublards en somme. Ils ont dit, oui, bien sûr, ils peuvent se marier puisque c'est permis par la loi, mais qu'ils ne nous demandent pas une bénédiction nuptiale. Mariage civil. Mariage civil. Donc, c'est là une des premières phases déjà de l'État laïque. Au fond, l'État laïque leur convient, puisque le mariage civil précède le mariage religieux et le mariage religieux n'est pas obligatoire en France. Voilà, c'est ce qui découle aujourd'hui dans la pratique d'ailleurs des rabbins. On ne célèbre jamais de mariage religieux s'il n'y a pas eu un mariage civil au préalable. Et de même, le divorce religieux n'est pas valable. Donc, ça veut dire que la loi est la loi. C'est qu'on arrive à cette dissociation entre la religion et la nation. Voilà. Et le consistoire, sa devise, c'est religion et patrie. Alors, du coup, il va créer les consistoires. Alors, tout avait été mis à bas par la Révolution, qui trouvait que les Français devaient avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. En fait, c'était une catastrophe pour l'Église et pour la synagogue, parce que plus personne ne voulait payer. Plus personne ne voulait obéir aux rabbins ou aux chefs de communauté, il n'y en avait plus. Alors bon, c'est les Juifs eux-mêmes qui ont demandé ça à Napoléon. On a créé le consistoire dans toutes les régions où il y avait plus de 2000 Juifs. Et c'est là qu'on assiste aussi à la construction de grandes synagogues, je pense notamment évidemment à la grande synagogue de la Victoire. Les synagogues, elles sont venues un tout petit peu après, parce que d'abord, il n'y avait aucune aide de l'État. Priez où vous voulez, on ne veut pas le savoir. C'est le consistoire qui veillait à ça et qui créait les synagogues. Mais il fallait trouver l'argent. Il y avait 40 000 juifs et 38 000 fauchés. À partir de ce moment-là, du règne de Louis-Philippe, on a pu construire des synagogues, notamment en Alsace, et chaque inauguration de synagogue donnait lieu à une grande fête à laquelle assistait monsieur le maire, monsieur l'adjoint, monsieur le préfet, etc., avec drapeau en tête. Eh bien ça a changé encore la mentalité des gens. De même, par une loi un peu plus tardive, on a eu le droit de créer des écoles primaires, j'entends bien, juives, dans un village quand il y avait beaucoup de juifs. Bon. Et le maître d'école juif et le rabbin sont devenus des personnages très importants au plan local. Ça a tout changé.
et la mentalité des gens, ils ont été fiers d'eux-mêmes. À partir du moment où les Juifs ont commencé à aller à l'école, au lycée, à faire du latin, du grec, du français, etc., ils sont devenus plutôt bons. Maintenant, je voudrais dire un mot de Crémieux, qui était un avocat du midi de la France, et notamment c'est lui qui a fait supprimer la loi Moré-Judaïco, où les Juifs devaient jurer sur la Torah lorsqu'ils étaient devant les tribunaux. Et c'est lui qui a dit, il n'y a pas de raison que les Juifs jurent sur un texte sacré si les chrétiens ne le font pas. Ensuite, Crémieux a continué son œuvre. D'une part, la création de l'Alliance israélite, et d'autre part, après la guerre de 70, il promulgue un décret, on nomme le décret Crémieux, qui naturalise d'un coup d'un seul tous les Juifs d'Algérie. Et la roue tourne. À partir de 1877, ceux qui prennent le pouvoir, ils ont des comptes à régler avec l'Église. C'est pas les Juifs, là. C'est fini. C'est l'Église. D'abord, ils veulent que l'école soit laïque, qu'on y prêche les principes de la République. Donc, petit à petit, par des lois successives, ils vont virer les curés des écoles. Et vous allez voir que ça va avoir un retentissement pour les Juifs qui n'y sont pour rien. Et donc, pour vous, la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, elle posait plus de problèmes, en fait, aux chrétiens qu'aux Juifs. Ah, bien sûr. Seulement, à ce moment-là, d'abord, il y a des richesses juives qui existent. Il y a quelques familles qui sont très riches, les familles chrétiennes aussi, mais les familles juives, on en parle beaucoup. Il y a la notion de race qui commence par s'implanter. Et puis, il y a vraiment un climat qui commence à... Il y a un certain nombre de... C'est vrai, il y a des scandales politiques, il y a des scandales financiers, mais il n'y a pas que des Juifs qui sont impliqués là-dedans. Et dans ce terreau fait de méconnaissances, de fausses nouvelles, etc., etc., l'anti-judaïsme, qui est devenu antisémitisme, eh bien, il grossit comme une plante. Et c'est à ce moment-là, dans ce terreau, qu'éclate l'affaire Dreyfus. Mais pour les Juifs qui étaient très patriotiques, ils le seront d'ailleurs tout autant après cette affaire, mais ça a été pour eux une gifle. Oui, seulement d'un autre côté, comme l'a dit Ben Gourion, et c'est pas moi, est-ce qu'il y a un autre pays où on aurait fait tellement d'histoire pour un capitaine juif? D'abord, il n'aurait pas été capitaine, il n'aurait pas été à l'état-major, et puis s'il l'avait été, on l'aurait mis dans un coin, on l'aurait fusillé, et puis j'en parle plus, je massacre quelques juifs au passage, et puis c'est bon. En France, quand même... On s'est déchiré autour de cette affaire. On s'est déchiré autour de cette affaire, parce que s'il y a eu des anti-Dreyfusards en masse, il y a également eu des Dreyfusards, bon, je pourrais vous citer que Zola, mais il y en a des quantités d'autres, ce qui fait que les Juifs ont repris confiance, même s'ils ont été traumatisés. Bon, alors je terminerai en disant que le consistoire a fait une grande œuvre, et je pense qu'il faut continuer là-dessus. Merci Béatrice Philippe. Eh bien, tout le plaisir était pour moi. Dimanche prochain, je recevrai Pierre Birnbaum, avec lequel nous retracerons l'histoire des prières que les Juifs ont créées depuis les premières monarchies françaises jusqu'à la République.